Je m'appelle Tifende, je suis une artiste féministe, donc je suis à la fois autrice, metteuse en scène, comédienne et également je suis formatrice sur les questions d'égalité, femmes-hommes, filles-garçons, sur la prévention des violences commises à l'encontre des filles et des femmes et également militante féministe, antispéciste et enfantiste, c'est-à-dire pour les droits des enfantes et des enfants. On est le groupe Mama She Made, enfin plutôt en duo. Moi, c'est Sheila Barros, je suis chanteuse. Moi, c'est Julie Demonte et donc je suis contrebassiste et choriste, chanteuse. Moi, je m'appelle Justine Ray, je suis photographe indépendante. Je m'appelle Nicolas Knab, j'ai 32 ans. Je suis en formation à l'ESRA pour devenir réalisateur. Moi, je m'appelle Claire Duchel, je suis comédienne, auteure également. Moi, je m'appelle Laureline Kous, je suis comédienne, auteure. J'étais championne de France de slam en 2007. Il faut éduquer nos enfants. Voilà. Voilà, c'est par là que tout commence. Ouais, voilà. Hein, ne pas faire de différence. Traiter les filles comme les garçons. Arrêter la distinction, t'es fort, t'es belle, scientifique, littéraire, sport, destin. Voilà. Ouvrir les possibles. Oui, sortir des clichés. Parce que sinon, après, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Oui, et puis parce qu'après, tout va à la croche et qu'à la fin, elle se casse. On m'a demandé si j'avais envie, comme chaque année, de faire quelque chose pour le mois de l'égalité femmes-hommes. Et là, on m'a dit ce serait chouette que de parler de l'éducation des filles et des garçons et des stéréotypes liés au genre. Et je me suis dit, oups, comment je vais faire ça? Et j'ai réfléchi à tout ça et je me suis dit qu'un angle d'attaque qui serait intéressant, ce serait de parler du fait que je me sens assez mauvaise féministe. C'est-à-dire que chaque fois qu'on discute de ces sujets-là, je me pose plein de questions, j'essaye de voir si je fais bien ou si je fais comme il faut, ou si c'est juste ma position par rapport à moi, à comment je suis, comment je me positionne face au monde, par rapport à ma fille, par rapport à mes copines, etc. Pour moi, c'est nécessaire en tant que femme et en tant qu'artiste d'aborder ces sujets-là. Et maintenant, il y a plusieurs manières de le faire. Donc effectivement, il y a le solo, mais il y a aussi les vidéos avec Laureline qui, je trouve, est un angle plus léger, peut-être. Mama She Made, c'est un mélange. C'est un mélange de plusieurs cultures, de vibrations au féminin, sans doute, puisqu'on est deux meufs. Moi, je suis très attachée à la musique faite par les femmes, en fait, depuis très jeune. C'est intéressant de mettre aussi en lumière un peu les femmes dans un milieu qu'on connaît très bien, la musique est assez masculin, et ça a toujours été. Donc pour nous, en effet, notre idée artistique, c'est de développer sur scène la sensibilité féminine. You learn to fly, I will not give you wings. You learn to dream, they will not be my dreams. You learn to give, you won't live my life. You learn to give, not always to receive. Mama, she made us. Mama, she made us. Mama She Made parce que, en fait, quand on s'est rencontrés avec Sheila, moi, ça faisait pas longtemps que j'étais maman aussi. Et Sheila, elle est maman aussi depuis plus longtemps. C'est vraiment l'idée de faire ensemble et de s'épanouir. Ouais, pour le symbole. Ouais, voilà, c'est vraiment de s'épanouir. En tant que femme hyper, quoi, voilà. En faisant de la musique ensemble. Le fait d'avoir un projet musical, de se laisser la place, de développer quelque chose d'autre. Une fois qu'on a eu un enfant, des fois, c'est même dur, en fait. Des fois, on se le permet même pas. J'ai réalisé le documentaire Masculinité. Alors, le thème de ce documentaire, en fait, c'est un questionnement sur le terme de la masculinité, sur presque l'identité de genre. La démarche en fait vient d'abord d'un questionnement personnel qui arrivait quand j'étais plus jeune sur justement l'image que j'avais, que je voulais donner de moi dans la société. C'était plus pour aller chercher une réflexion et la porter aux spectateurs en fait. Ça fait 2 ans que je fais de la photo en tant qu'indépendant auto-entrepreneur. Alors ça va être le reportage, je peux très bien faire partir en manif. C'est une façon vraiment de montrer ce qui se passe pour ceux qui ne s'informent pas tout simplement et particulièrement avec les sujets comme le féminisme, dénoncer, montrer qu'il se passe ça et qu'il faut pas fermer les yeux en fait.
C'est comme un peu un devoir et c'est la petite façon pour moi de me dire j'aide, on va dire, à quelque chose, je sers un peu à quelque chose dans cette société aujourd'hui. Donc j'ai passé mon diplôme en 2016, juillet 2016, et le sujet qui était en histoire de l'art, c'était les femmes photographes. Donc c'était parfait. J'ai inventé un langage qui s'appelle la féminine universelle et qui donc est l'exact inverse du masculin universel qu'on pratique en fait tous les jours, tout le temps, à la quotidienne. Vous savez, cette règle de grammaire extrêmement inégalitaire, injuste, qui est donc le masculin l'emporte sur le féminin. Et donc, lorsque j'ai voulu écrire une pièce féministe qui remettait à l'endroit les contes de fées, je voulais donc commencer par la première phrase des contes, qui est donc ce fameux « il était une fois ». Et là, je me suis dit, mais je ne peux pas, en fait, laisser ce mec, ce « il », commencer mon livre féministe. Je ne peux pas créer un livre féministe avec une langue qui détruit les valeurs que je porte. Compte à rebours, c'est un spectacle, une spectacle, que j'ai commencé à écrire en 2012. Donc ça fait déjà quelques années et qui, depuis, s'est énormément modifié, étoffé, a évolué avec ma féminisme. Et c'est justement d'abord et avant tout pour rendre hommage aux héroïnes que j'ai rencontrées, à la fois dans les militantes féministes, qui sont elles aussi des survivantes de violences. Aucune femme ne vit hors patriarcat, donc malheureusement, on en est toutes victimes. J'avais aussi une urgence de rendre hommage aux héroïnes des contes, parce qu'on grandit avec, qu'on la veuille ou non. Donc qu'est-ce qu'on apprend lorsqu'on est une petite fille et que on nous raconte un conte de fées? Eh bien, on apprend globalement que notre histoire n'a pas beaucoup d'intérêt tant qu'il n'y a pas un type qui se pointe, que nécessairement la fin, c'est « ils vécurent heureux, jamais elles vécurent heureuses », vous aurez remarqué l'arnaque, et eurent beaucoup d'enfants parce que certainement ils font collection, et donc que les femmes entre elles vont être des rivales. Et donc, je vais utiliser ces histoires-là pour pouvoir les remettre à l'endroit. On passe de personnage en personnage, on retrouve Blanche-Neige, on retrouve Scheherazade, la Grande Chaperonne Rouge, la Belle au Bois éveillée, et chacune va parler, il y a une quinzaine de personnages, chacune va parler d'une ou plusieurs violences masculines commises contre les femmes et les enfantes et les enfants, et va donner des outils de compréhension de ces systèmes d'oppression, de compréhension des stratégies de l'agresseur, des outils aussi de pistes d'émancipation via les luttes collectives féministes et la sororité. Et donc, c'est là où il y a toujours des choses extrêmement tordues à l'intérieur des contes. Et moi, ce que j'aimerais faire, plutôt que d'arrêter de les raconter, c'est d'arriver à les raconter autrement. Parce que si leurs propagandes depuis des siècles ont été si puissantes à faire perdurer la domination masculine, alors ça veut dire qu'en racontant les contes de manière égalitaire, de manière féministe, résolument du côté des femmes et des enfantes, alors ça signifie que cet imaginaire égalitaire peut créer le rêve d'égalité et donc la réalité un jour de l'égalité. Il faut que l'égalité devienne désirable. Et donc il faut la faire naître dans nos rêves, dans nos imaginaires. Je vous résume la situation. Vous avez 12-13 ans. Oui, parce que 12-13 ans, c'est l'âge qu'ont les héroïnes, en fait, normalement dans les contes. Ouais, quand on pense à tout ce qui leur arrive, c'est très sympa. Donc vous êtes une petite fille, vous venez de subir une tentative de meurtre et un abandon nocturne forestier. Et vous vous retrouvez devant une chaumière vide. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a des idées? Qu'est-ce que vous faites? Attention, d'utile! Dodo, manger, dormir, évidemment. Vous avez eu faim, vous avez eu froid, vous avez eu peur, non. Que nous dit Disney? Elle arrive et elle fait... Le ménage. Oui, c'est... On ne prend pas pour des quiches, hein? En effet, moi j'en ai rencontré des difficultés pour être crédible dans ce que je fais. Parce que voilà, comme je viens de dire tout à l'heure, dans un milieu de musique ancré par les hommes, depuis très jeune, voilà, j'ai commencé dans le milieu du hip-hop qui était assez masculin et où j'étais résumée au petit refrain mélodieux et voilà. Donc tout ça pour dire qu'en fait la crédibilité, c'est que la femme, soit elle est là, soit tu t'imposes en tant que femme, et en fait c'est pour ça que je trouve c'est intéressant que ça soit la femme, nous chacune, de s'imposer et de faire valoir nos capacités, de se mettre en effet
à l'égalité. Quand j'ai commencé à jouer, je me suis pas posé cette question. C'est-à-dire, je me suis emparée de tous les sujets que je voulais. J'ai joué des hommes, j'ai joué des serial killers qui égorgeaient leurs victimes. J'ai écrit les textes qui venaient dans mon imaginaire et je me posais pas cette question-là. Et en retraçant tout ce parcours, je me suis rendu compte que, effectivement, tout ce qui s'était passé en tant qu'actrice, avec les producteurs, avec les autres acteurs, dans mon parcours et tout ça, bah, finalement, c'était un petit combat, quoi, en fait. Ah oui. Ah oui. Bon, moi déjà personnellement, j'ai quand même, voilà, je suis femme, je suis noire. À la fois, je suis afro-européenne. À chaque fois qu'on me demande ma nationalité, bon bah comme pas mal d'entre nous, on est là confronté à dire d'où est-ce qu'on vient. Donc on y fait, oui. Dans la vie de tous les jours, on est obligé de justifier notre existence. Il va falloir en faire encore plus pour vraiment avoir sa place. Parce que on a l'impression de ne pas être à sa place, en fait. Voilà, nous les femmes, on est réduites. Moi, en tant que chanteuse, en plus, j'en ai tellement entendu lors de mon parcours musical, c'est que ah bah oui, tu chantes, alors tu fais que ça, ouais, bah c'est beaucoup chanter. Chanter, ça demande énormément d'énergie. C'est un travail du corps, c'est un travail de respiration, c'est un travail d'être. Et c'est l'âme qui parle. C'est quelque chose de très intérieur. Ce qu'on doit justifier, non, mais moi je compose quand même, hein, je joue au piano, mais voilà, là je fais les choses parce que c'est comme ça que j'ai envie de m'exprimer, tout simplement. Pour les concours des écoles nationales supérieures, pour rentrer dedans, il y a beaucoup plus de filles que de garçons, et dans le répertoire qui est proposé pour passer les scènes, ne serait-ce que ça, il y a beaucoup plus de rôles masculins que de rôles féminins. Et qui plus est, de rôles féminins intéressants, complexes. Donc, oui, moi j'ai eu l'impression que c'était plus difficile parce que d'une, en fait, les rôles n'étaient pas forcément intéressants de base. Et donc, pour moi, je me suis dit, bah, s'il n'y a pas de rôle intéressant de base, et même dans des castings qu'on propose, et ben, moi, je vais les écrire, en fait. Et donc, il faut redoubler d'efforts. Parce qu'en plus, on te dit, pourquoi est-ce que tu as écrit ça? Ah oui, mais c'est un peu, c'est pas ce qu'on attend. Bah oui, c'est pas ce qu'on attend, en fait. Et puis, il y avait moi ce truc qui m'embêtait encore plus, c'est que du coup, on écrit nos rôles, quoi. Hein, on écrit nos trucs et on défend nos projets et on les porte. Et du coup, quand on parlait à faire, on nous parlait d'autre chose. Mais au moment où tu veux parler de ton projet, et c'est dont je parle dans le film, où tu veux juste parler de ça, et bien, bah, au fait, ça parle pas de ça, quoi. Et là, ça m'embête vraiment. C'est comme en tant que femme, tu vois, de projet, que je puisse pas parler de ça et qu'on parle d'autre chose. Voilà. Moi, je suis une femme contrebassiste. Alors maintenant, il y en a beaucoup. Mais au début, voilà, quoi, j'étais un petit peu... Enfin, voilà, comme un peu un phénomène de foire, un peu au début. Tu vois. Il y a même quelqu'un, un jour, dans le métro, qui m'a dit... c'est ce que j'allais dire. qui m'a dit, mais c'est l'instrument de votre mari. Vous lui portez, quoi. Enfin, il imaginait même pas, en fait, que je puisse faire de la contrebasse, quoi. Parce que c'est la taille, en fait. Voilà, c'est ça. Et t'es là, mais en fait, non. Non, mais c'est pas possible. Ouais. Donc, c'est vraiment, on se dit, mais j'ai juste rien répondu, en fait, parce que tellement j'étais étonnée de sa réaction et de ce que ça impliquait derrière. Qui a dit que la femme devait être inférieure? Alors, parce qu'on a moins de force qu'un homme, mais qui te dit que j'ai moins de force que toi? Il y a toujours cette habitude un petit peu quand même, je pense... Paternalisée, voilà. Non? Ah, mais c'est ça. Voilà, c'est paternalisé. En fait. Mais exactement, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça vraiment aussi. C'est que c'est le papa, voilà. Mais c'est vrai, en fait, ça, c'est un gros problème. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé jusque... T'as bien fait de dire ce mot, parce que ça, c'est un gros problème. Comme si, voilà, en tant que femme, on avait besoin d'être protégée, guidée, voilà. D'être guidée, d'être conseillée constamment, alors que... Et guidée, pas en tant que... compagnon de route, en tant que je vais t'apprendre. Je vais t'aider, ouais, je vais t'apprendre. Et ça, c'est... Ouais, c'est pénible. Et ça, c'est en train de faire son chemin en ce moment. C'est aussi pour moi d'arrêter de dire aux filles bah oui, les filles n'ont pas confiance en elles. En fait, c'est arrêter de dire ça. C'est juste dire si effectivement tu manques de confiance ou si tu sens qu'il y a un manque, bah oui, peut-être qu'il y a des solutions et qu'il faut le prendre dès que tu as 6 ans, dès que tu as 8 ans, dès que tu as 10 ans. Donc pour moi, ça serait aussi voilà, d'arrêter de dire qu'on n'a pas confiance en nous parce qu'à force de l'entendre, on se dit
mais attends, j'ai confiance? Ah mais non, mais je suis censée ne pas avoir confiance en moi. Alors qu'en fait, si j'ai confiance en moi, en fait, arrêtez de me faire chier, je vais faire mes trucs. J'ai toujours vécu en dehors de tous les dogmes, en pleine liberté, avec tout, en faisant tout ce que j'avais envie de faire. Et finalement, en regardant comme ça dans le rétroviseur, je me suis dit, bah ouais, c'est ça, finalement, peut-être être féministe, c'est de porter une façon d'être qui est hors du dogme, hors d'une chose où on m'empêche d'être tout ce que je voudrais être à n'importe quel moment. Et c'est la chose la plus importante. C'est-à-dire que je peux être tout ce que je veux. Basta. Alors moi, je suis venue avec des questions. Question pour une championne. Pourquoi, quand on joue aux cartes, le roi, il est plus fort que la reine? Qui c'est que j'ai déjà posé la question, là? Pourquoi, quand on gagne aux cartes, mon frère Hansel, il peut s'écrier « Ouais, je suis le vainqueur !» Et moi, je peux pas m'écrier « Ouais, je suis la vainqueuse !» Ou la vaincresse. Parce que c'était ça le mot qu'on avait avant. Et pourquoi ces vieux couillus de l'académie, dans les dictionnaires, ils ont bien gardé le mot « perdante » ? Pourquoi, quand on parle de notre conte, on dit toujours Hansel et Gretel, et jamais Gretel et Hansel? Pourquoi c'est toujours eux en premier? Pourquoi, quand on parle de nous, on dit toujours qu'on est frères et sœurs, et jamais sœurs et frères? Pourquoi c'est toujours nous en seconde? Scandale! Comme sur le numéro de sécurité sociale. Ouais. Pourquoi? Un chevalier, c'est un garçon qui vit des aventures et des voyages, et une chevalière, c'est un genre de grosse bague moche. Avant le XVIIe siècle, avant les années 1630, quand le cardinal Richelieu a créé l'Académie française pour des raisons politiques masculinistes, c'est là qu'ils ont décidé de changer la grammaire à ce moment-là, qui était bien moins sexiste à l'époque, depuis des siècles et des siècles, et de la faire devenir cette règle, le masculin l'emporte, etc., de faire disparaître des mots, le mot autrice, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, qui existait depuis des siècles et des siècles, va être interdite de dictionnaire au profit de auteur seulement, parce que lorsqu'on fait disparaître un mot, on fait disparaître l'idée et les possibles que ce mot porte. Et donc, si on fait disparaître le mot autrice, eh bien, toutes les petites filles ne peuvent pas se rêver autrices. Toutes les femmes qui écrivent comprennent qu'elles sont illégitimes dans ce territoire masculin, puisque seuls existent les auteurs. Et comme le langage structure la pensée, si on parle au masculin, on pense au masculin et donc on agit dans l'intérêt des hommes. De temps en temps, je parle encore une fois avec davantage de masculin dans ma parole, puisque je parle en écriture inclusive. C'est-à-dire que typiquement, si je veux dire les policières et les policiers, je vais dire la police. Voilà. Ça, c'est typiquement le langage épicène. Respecter la règle de proximité, donc pouvoir dire les femmes et les hommes sont beaux, les hommes et les femmes sont belles. On accorde avec le dernier mot qui est le plus près de l'adjectif. Aussi la règle de majorité, si je parle de 3 personnes, 2 femmes, 1 homme, je vais dire elles sont belles, 2 hommes, 1 femme, ils sont beaux, voilà, logique. Pourquoi est-ce que s'il y a 1 million de femmes dans une pièce et 1 lampadaire, on doit dire ils sont brillants? Je veux dire, ça suffit. Est-ce qu'on peut cacher des milliards de femmes derrière un lampadaire? Non. En fait, les enfants comprennent très bien et même naturellement font l'accord de proximité. Néanmoins, l'écriture inclusive ne devrait pas faire peur. Si vous avez envie d'écrire les collégiennes et les collégiens, vous écrivez les collégiennes ou les collégiens. Si vous voulez écrire les élèves de collège, là, vous utilisez l'épicène. Ça marche très bien aussi. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est que vous écrivez que les collégiens. Et donc, à l'écrite, vous avez aussi le choix, si vous la voulez, mais personne ne vous force, d'écrire les collégiens point médian, N-E-S. Voilà, ça me met 2 secondes, c'est très clair. À la lecture, c'est hyper rapide et surtout, c'est qu'une petite partie. Mais ça va loin, c'est-à-dire que Simone de Beauvoir aurait dit cette fameuse phrase extrêmement connue du deuxième sexe, ça aurait été « on ne naît pas femme, on la devient ». C'est jusque-là que va la masculinisation. La maternité, c'est un exemple qui est assez criant de vérité là-dessus. C'est-à-dire que en fait, la femme, vraiment, elle porte la maternité totalement. Et c'est dommage, en fait, autant pour les femmes que pour les hommes aussi. Par exemple, dans mon couple, c'est assez équitable. Et on ne fait pas les mêmes choses, mais vraiment, on a un rôle tous les deux important. Et voilà, moi, je suis considérée, du coup, comme par plein de copines autour de moi ou de collègues et tout ça, comme quelqu'un de chanceux. Et juste, j'ai envie de dire, ben non, en fait, c'est normal. Et limite, voilà, au niveau de la société, des habitudes et tout ça de chacun, on a même, en fait, du mal, des fois, à laisser de la place au père, en fait. Et là, c'est là où l'égalité femmes-hommes aussi, elle est difficile. L'égalité femmes-hommes, pour moi, c'est un droit humain, tu vois. Je te donne juste un exemple. On parle de droit de l'homme, avec un grand H, mais pourquoi pas le droit humain?
autant parler de droits humains. En fait, on parle d'humanité, tout simplement. C'est de la logique. On demande juste d'être au même niveau, en fait. Voilà, souvent on me demande « et la place des hommes en féminisme ?» J'ai envie de dire, s'il y en a qui sont nos alliés, tant mieux, c'est quand même le minimum syndical. Hein, voilà. Déjà, il faut qu'ils aident en faisant des choses qui nous sont utiles, c'est-à-dire donner du temps, de l'argent et des compétences, s'il tant est qu'ils en aient, sans demander 50 milliards de merci et sans prendre la parole à notre place dans les médias notamment. Il y a des hommes bien, il y a des hommes respectueux, il y a des hommes... Enfin, voilà. C'est... heureusement, d'ailleurs. Mais c'est pas assez. Il n'y en a pas encore assez et il faudrait un peu se bouger un peu plus. Par exemple, rien que la France, liberté, égalité, fraternité, quoi. Fraternité, c'est les frères, quoi. La sororité, ce mot qui a d'ailleurs, sous Richelieu, était aussi interdit de dictionnaire comme de par hasard, pour faire disparaître même l'idée, alors que fraternité est quand même gravée au fronton de tous les monuments de la République. Sororité, la majorité des gens ne connaissent même pas le mot. C'est-à-dire que comment voulez-vous la créer, cette sororité, si elle n'est pas nommée ? Aujourd'hui, il y a une frontière vraiment poreuse entre ce qu'on appelait la féminité et la masculinité à une époque, et qu'aujourd'hui c'est un peu mêlé, et que c'est même plus vraiment une question. C'est pas pour dire que ça ne devrait pas être une question, c'est une bonne question justement, mais qui peut-être n'a pas de réponse, parce qu'il n'y a plus de réponse à cette question. Exactement. Fin ouverte. C'était top. Merci. Quand j'étais plus jeune, au collège notamment, où c'est pareil, on est sur des côtés très traditionnels, très ancrés de la masculinité, de la virilité, des clichés d'être un homme grand, d'être un homme fort, d'être un homme qui pleure pas, qui n'aime pas le rose, qui n'exprime pas sa sensibilité ou ses émotions. Et je l'ai ressenti très fort à cette période, mais je ne l'ai pas compris tout de suite, je l'ai compris bien après. Et ça a été un gros travail de questionnement, de recherche, pour comprendre ce qui m'était arrivé et ce qui m'avait surtout beaucoup troublé en fait, dans mon développement personnel. Des fois, pour un homme, c'est vrai que on se challenge, mais on se met la barre assez haute dans notre rôle, dans notre place dans le couple notamment. L'homme doit être fort parce que voilà, il a plus de force. Il doit pas montrer ses émotions parce que sinon ça veut dire être faible. C'est lui qui doit ramener l'argent, c'est lui qui doit nourrir sa famille, c'est lui qui doit porter la culotte dans le couple, dans la relation. Et à contrario, la femme, elle, faut qu'elle soit douce, faut qu'elle soit frêle. J'ai longtemps cru justement que je devais m'imposer, un genre, un style pour faire partie de cette société. Que j'étais peut-être un peu plus garçon manqué, alors qu'utiliser le garçon manqué, c'est juste que j'étais une fille qui était un peu plus masculine que les autres, qui préférait la présence des garçons parce qu'elle rigolait plus, parce qu'elle voulait jouer au foot, parce que elle préférait courir ou autre que se pomponner dans les toilettes ou faire des discussions de filles. Pour le coup, j'ai grandi entouré beaucoup de femmes dans ma famille, mais j'ai grandi avec beaucoup de garçons à l'école. Dans ma jeunesse, il y en avait beaucoup de garçons et c'est vrai que le foot, c'est la base de tout là-bas. Mais après, il n'y avait pas les opportunités, du coup, il n'y avait peut-être pas aussi les limites de pouvoir faire, par exemple, de la danse. C'était pas possible, là où j'habitais, ça n'existait pas. Donc de toute façon, la question ne se posait pas. Pour les garçons, ça n'existait pas. Plus tard, j'ai regretté un petit peu d'avoir pas eu accès à autant d'activités artistiques surtout. J'aurais aimé avoir peut-être de la danse, du dessin, de la peinture, du théâtre, mais ça ne faisait pas partie de mon monde. Du coup, je le regrettais pas vraiment, j'en avais pas conscience en fait. Je suis conscient en tant que homme de 30 ans, blanc, d'être plutôt privilégié dans la vie. J'ai eu la chance de grandir avec beaucoup de femmes autour de moi et des femmes assez fortes qui m'ont fait comprendre que ces inégalités existaient. On ne se rend pas forcément compte de
qu'on peut faire du tort à quelqu'un, du mal, ou juste sur des réflexions, sur des actions qui sont pas forcément avec un mauvais fond, mais qui sont régies par en fait ce qu'on connaît, ce qu'on a appris en vivant dans cette société quoi, aujourd'hui. Dans le spectacle, il y a une phrase, il y a un échange avec le personnage du producteur, donc c'est basé sur une anecdote réelle. Tout est basé dans ce spectacle sur des anecdotes réelles. Et quand j'étais dans son bureau de 500 mètres carrés, il me disait « Non mais tu comprends Laureline, j'ai mis 100 000 € sur toi et j'ai même pas couché avec toi. » Alors bon, moi ça me faisait rire, alors je lui disais « Écoute, si ça peut te rassurer, tout le monde pense le contraire. » Voilà. Donc ça c'était ce contexte-là dans lequel j'évoluais, mais qui m'a pas choquée, qui m'a pas... Voilà, mais qui est quand même un peu... Non ? Globalement, il y a quand même ce truc de, en tant que femme, on se sent quand même souvent dans le rôle de la justification, mais j'ai envie de dire en plus dans le rôle de la victime aussi. Et ce mot de victime est un mot noble, est un mot qui signifie héroïne, survivante. Ça ne va pas que ce mot soit dévalué lorsqu'il s'agit de violences masculines. Devant les femmes, franchement, les Batman et les machins, ils peuvent aller se rhabiller. Là. Enfin, ça, je suis désolée, mais être une femme et quand même continuer sa vie, alors qu'en permanence, chaque jour, à l'extérieur et à l'intérieur, on est exploité, on est agressé, on nous rabaisse sans cesse. C'est des agressions sans cesse, être une femme. C'est ça, en fait. Et pourtant, on avance, et pourtant, on rit. Enfin, je suis désolée, mais on est vraiment impressionnante. Et pour moi, la quintessence de l'héroïsme, ce sont les femmes victimes d'un conjoint violent qui rentrent chez elles alors qu'elles ont un risque de mourir pour protéger des enfants ou pour protéger des personnes animales. Enfin, je veux dire, ça c'est la quotidienne de tellement de femmes. Que dans nos amis ou dans les personnes qu'on connaît, il y en a, hélas, beaucoup qui ont rencontré des... Qui en souffrent de violences, ouais. Qui souffrent de violences. Moi, j'ai toujours senti un peu ça, que j'étais une victime potentielle. Et c'est pareil, en fait, dans le fait de justifier son existence. C'est-à-dire que toujours, on doit faire attention. Bien sûr, j'ai toujours... je sais qu'à partir d'une certaine heure, selon l'endroit où je vais me trouver, je vais pas être détendue à me dire « Bon, bah c'est bon, tout va bien, je rentre chez moi. » Voilà, enfin... Il y a forcément des endroits, des moments, des heures où tu vas te dire « Bon, va falloir faire gaffe. » Et donc, chaque fois, ce que font les féministes, c'est remettre à l'endroit le monde que les hommes ont préalablement mis à l'envers. C'est remettre la culpabilité là où elle doit être. C'est-à-dire, le seul coupable, c'est l'agresseur. La victime, quoi qu'elle ait fait, quoi qu'elle n'ait pas fait, elle n'y est pour rien. Par exemple, toute cette histoire du petit chaperon rouge, que moi j'appelle la grande chaperonne rouge, qui a grandi et qui s'est beaucoup énervée. La grande chaperonne rouge, l'histoire de base, c'est que finalement, la morale, la petite fille, si elle avait écouté sa mère, de pas cueillir des fraises, des fleurs et de pas discuter avec un inconnu, il lui serait rien arrivé. Mais en fait, non. Qu'on discute, qu'on cueille, qu'on soit à poil en pleine forêt ou je sais pas quoi, en fait, le loup, qui n'est pas un loup, qui est un peu de criminel, bien entendu, juste l'agresseur doit jamais nous agresser. Mais basta. Enfin, je veux dire, moi, je croise un type qui cueille des fleurs, je lui fais pas de mal. Je sais pas comment vous dire, c'est logique. Non, enfin, et là, toute la morale va nous raconter, mais c'est sa faute. Elle l'a bien cherché. Et ça, c'est une arnaque totale. C'est-à-dire qu'en vrai, c'est pas ça qui se passe. En vrai, la mère, elle n'enverrait pas sa fille dans la forêt déjà. Elles iraient ensemble. Elle tomberait pas sur un loup, mais sur un type qui les manipulerait, etc. Machin. Elles arriveraient, il agresserait la grand-mère. Les trois femmes se ligueraient ensemble pour pouvoir faire justice, l'assassiner. Voilà, ça c'est un conte. Voilà, ça c'est un conte féministe. Lorsqu'on fait dans l'espace public des sondages, quand même, 100% des femmes en Île-de-France disent avoir déjà subi des violences sexistes et sexuelles dans les transports en commun. 100%. La violence sexuelle est non seulement banalisée, ce fameux baiser à la fin de l'histoire de Blanche-Neige ou à la fin de l'histoire de La Belle au Bois dormant. Les dames, elles dorment et les mecs se penchent et les embrassent. Ça, pénalement, ça s'appelle une agression sexuelle. Et je rappelle que dans la première version écrite de Perrault ou Grimm, je ne sais jamais lequel de ces couillus, en fait, ça ne s'arrête pas à un baiser. C'est-à-dire que La Belle au Bois dormant dort depuis 100 ans, le mec se pointe, il repart, elle est enceinte, d'accord ? Elle ne s'est pas réveillée, Elle est enceinte, donc là on a un viol, mais genre dans les règles du viol. Et c'est au moment où elle accouche de deux enfants, une fille et un garçon, des jumelles jumeaux, qu'elle se réveille.
Et ça, non seulement ça va être banalisé, mais ça va être positivé et romantisé, érotisé. C'est-à-dire que quand on est petite fille, on nous encourage à rêver à notre propre oppression. C'est cette scène aussi, par exemple, on parlait de films américains, c'est cette scène, par exemple, extrêmement connue dans Star Wars, l'épisode 2. Là. Il y a Han Solo et la princesse Leia qui sont en train d'essayer, enfin, il n'y a que la princesse Leia d'ailleurs, qui est en train de réparer un truc dans le vaisseau. Et lui se pointe et en fait, il va l'embrasser alors qu'elle lui dit non. Et elle le repousse physiquement et le mec va l'embrasser. Et ça, c'est la scène romantique du film. En fait, c'est une agression sexuelle. Et c'est censé être une des plus belles histoires d'amour du cinéma, je sais pas quoi. Et moi, quand j'étais petite, en fait, on m'a contrainte à rêver qu'un jour, un type, sans mon consentement, alors que je suis en train de parler, me fait un shut-up kiss. C'est-à-dire qu'il y a un côté, l'autre propose, et puis au bout d'un moment, on finit par dire oui. En fait, moi, ça me suffit pas. Moi, ce dont je rêve pour la sexualité des femmes, c'est que rien ne se passe si les femmes brûlent pas de désir. C'est pas simplement qu'elles acceptent, c'est qu'elles en ont envie. Donc, quelles seraient nos vies si on rêvait avec la même force, avec un imaginaire égalitaire? Si ce qui était valorisé, érotisé et romantisé, c'était le respect des désirs de l'autre. Et le fait d'être excité par le fait que l'autre désire aussi, et c'est ça qui fait monter son désir, c'est ça qui fait monter le mien, et c'est un ping-pong en fait. La sexualité, c'est la réciprocité, c'est la joie partagée, c'est le respect, c'est le plaisir. Il n'y a pas de douleur là-dedans. Changer la mentalité des hommes, éduquer les hommes, en fait. Juste qu'on ne soit pas présenté tout le temps comme des objets, voilà. Ouais. Comme des proies, quoi. Et qu'on soit considéré comme des personnes qui ont le droit de dire non et que si on pose la question 10 fois, on ne va pas dire oui au bout, quoi. Ça fait des siècles et des siècles le corps de la femme est mis sous réserve, le plaisir de la femme est tu, et que on ne parle pas. Le sexe est tabou. Encore aujourd'hui, le sexe est tabou, alors que c'est quelque chose de tout à fait naturel. Heureusement d'ailleurs, il y a de plus en plus de bouquins, de comptes sur les réseaux sociaux qui sont là exprès pour expliquer ce sujet-là. Je pense là, j'ai une idée. Je pense à Gang du Clito sur Instagram, à Jouissance Club par exemple, qui est sorti il y a pas très longtemps, qui parle principalement du plaisir féminin, mais aussi masculin, avec des dessins, des explications, comment connaître le corps de l'autre, comment parcourir et connaître son corps. On peut parler à une femme quand est-ce que tu as un enfant, mais dès qu'on va parler sexuellement parlant de son plaisir, si elle se masturbe ou pas, si elle arrive à jouir ou pas avec son partenaire ou sa partenaire, là par contre ce sera tu. Les contes ne vont jamais nous montrer deux femmes amoureuses ou deux hommes amoureux. Donc déjà, ça va quand même réduire énormément le prisme des possibles dans notre tête. Et moi, je sais très bien que si j'avais eu des représentations lesbiennes dans mes lectures, dans mes rêves d'enfante, ça m'aurait fait gagner un temps précieux. Lesbienne, c'est un mot que j'ai entendu pour la première fois, j'étais en seconde. Voilà. Clitoris, c'est un mot que j'ai entendu pour la première fois parce que j'étais féministe et j'avais déjà 21-22 ans. Comment pouvais-je penser ma sexualité correctement en ignorant que j'ai un organe uniquement dédié au plaisir qui mesure entre 11 et 13 cm, a une partie immergée, une partie interne et qui a dans son entier 10 fois plus de terminaisons nerveuses qu'un pénis. À l'école, il y a beaucoup de lacunes, bien sûr. Il me semble que c'est au collège, en 4e ou 3e, en tout cas de mon souvenir à moi à l'époque, où on parlait du sexe de l'homme et on parlait pas du sexe de la femme. Ah si, on disait que du sexe de la femme, on montrait les ovaires, les ovules, comment elle devait enfanter, mais ensuite on ne parlait pas. On parle pas du clitoris, on parle pas de comment utiliser cet outil-là pour soi-même et ensuite par les autres. Je pense que l'éducation nationale, l'école a un gros rôle à jouer pour déjà pour amener du questionnement en fait. Amener les jeunes à se poser des questions, à remettre en cause des choses qu'ils peuvent entendre dans leur entourage, dans leur famille. Mettre des cours d'éducation sexuelle, déjà, c'est un minimum. L'école, moi j'ai 2 enfants, l'école, c'est très compliqué, l'école, c'est un endroit de standardisation, l'école, en fait. Ouais, à l'école, c'est vrai que nous, en plus, on travaille dans les écoles aussi, donc on voit assez souvent les enfants qui jouent de différentes façons, filles, garçons. Donc, ce séparatisme-là, il faut vraiment que nous, en tant que représentants d'éducation, qu'on soit là pour dire non,
Mélangez-vous. Il faut leur apprendre assez jeunes quand même à leur apprendre qu'il y a des différences, qu'il faut... On va te dire de respecter les hommes, de respecter ton aîné, mais on ne te dira jamais, on ne t'apprendra jamais à respecter les femmes comme ta mère, ta sœur ou ta fille. Et c'est bien ça le problème aujourd'hui. Il y a un grand problème dans l'éducation. Je me souviens très bien, lorsque j'étais en CE1, on étudiait les contes, justement, c'était au programme, voilà, comment est-ce qu'on fait un conte, situation initiale, péripéties. Et donc, on a étudié l'histoire de Petit Poucet. Donc, ils finissent par abandonner les 7 frères, voilà, avec l'histoire de les oiseaux ont mangé les bouts de pain, enfin bref. Et on arrive chez l'ogre. Il n'est pas encore là, et la femme de l'ogre ouvre et dit au garçon « Ah non, non, ici c'est là où habite un ogre. Mon mari, ne rentrez pas parce qu'il va vous manger. » Donc elle essaie de les protéger. Donc elle les fait rentrer. Elle les nourrit avec ses 7 filles à elle. Donc ils dorment à l'étage de la chaumière, voilà. L'ogre rentre. Et là, l'ogre dit « je sens de la chair fraîche ». Et là, elle essaye encore, la femme, de protéger les 7 garçons. Et là, dans l'histoire, il l'assomme, donc violence conjugale quand même bien carabinée. Et alors qu'elle a tout fait pour essayer de protéger ses enfants, il monte à l'étage. Et là, le Petit Poucet, il a une super idée de ruse. Il va échanger les soi-disant couronnes qui sont sur les têtes des 7 filles de l'ogre qui sont en train de dormir. Et là, en fait, c'est de la misogynie qui va rentrer sur ces petites filles, elles vont prendre la haine qui normalement devrait aller aux bourgeois, donc à l'ogre, et il va échanger le Petit Poucet, leur couronne avec les bonnets de nuit des garçons. À tâtons, l'ogre arrive, bouffe ses 7 filles, s'endort parce qu'il a bien bouffé. Pendant que le gars il dort, les mecs se barrent par la fenêtre, les 7 frères, là, le Petit Poucet et machin. Et la mère se réveille d'avoir été assommée la veille, elle monte, elle voit le carnage de ces 7 filles, du reste de cadavres de ces 7 filles, elle se met à pleurer. Pas un instant, rien n'est fait dans l'histoire pour qu'on ait de l'empathie pour cette mère qui vient de voir assassiner par leur père ces 7 petites filles et qui pleurent. Non seulement rien n'est fait pour qu'on ait de l'empathie pour cette mère, mais non seulement rien n'est fait pour qu'on ait de l'empathie pour ces 7 petites filles qui viennent quand même d'être dévorées par leur propre père dans l'indifférence générale, et même c'est pire. Le moment où elles sont dévorées, ça va être un moment de soulagement pour les enfants. Tout nous est vendu comme « Oh, heureusement le Petit Poucet, il a une bonne idée. Oh là là, ils s'en sortent. » Donc ça veut dire qu'on a sacrifié 7 petites filles pour sauver 7 petits garçons. C'est très clair. C'est ça l'histoire. Et on a étudié ça en CE1, et moi je me souviens d'avoir été extrêmement en colère, et d'avoir été genre la seule, et de dire « Mais c'est pas une histoire qui finit bien. Il y a 7 petites filles, c'est nous là, qui viennent d'être dévorées. À quel moment ça finit bien ?» Donc, oui, il y a un problème dans l'éducation nationale. Oui, il faut des féministes radicales au programme de l'éducation nationale. Parce qu'on ne peut pas faire étudier ce conte à des enfants sans qu'il y ait un travail sur la réalité des violences masculines, sur la réalité des chiffres de la pédocriminalité, des violences commises contre les enfants, sur la réalité des chiffres des violences commises contre les femmes en général. On ne peut pas. Et il n'y avait rien. Donc c'est quand même hyper intéressant d'avoir ça en tête et de pouvoir refaire les programmes scolaires, histoire que, déjà en histoire, on parle des grandes femmes qui ont existé, on a des modèles pour s'identifier lorsqu'on est des petites filles et des petits garçons, pour s'identifier aussi à des grandes femmes de l'histoire, c'est importante, et on raconte des histoires qui permettent aux petites filles et aux petits garçons d'avoir de l'empathie pour les 2 sexes. Voilà. Mais ça commence aussi beaucoup à la maison, en fait. Je trouve qu'avec la parentalité, on se rend compte de l'exemple qu'on donne, en fait, justement, par rapport à ça. C'est énorme, en fait. Ouais, il faut qu'à la maison, les parents, ils se démystifient cette histoire de tâches pour hommes, tâches pour femmes. Voilà, l'enfant, il a besoin, il observe, il copie, il fait. Donc, c'est autant à la maison comme à l'école. On est tous responsables, quoi, cette parité, en fait. Souvent, on me dit oui, moi j'éduque mes filles comme mes garçons. J'ai envie de dire non, éduquez vos garçons comme vos filles. Pardon, mais à part le fait, sur ce qu'on apprend aux garçons de l'estime de soi, à se trouver important, à prendre soin de soi, à se préférer, ça d'accord, mais c'est le seul truc qu'on garde de l'éducation qu'on donne aux garçons. Hein. Tout le reste, c'est fini. C'est fini. Le fait de prendre plus de place, d'être violent, de machin, stop. En fait, c'est de la merde. La compétition, c'est de la merde. Enfin, je veux dire, toutes les valeurs viriles sont néfastes à la société. Il faut éduquer nos garçons comme nos filles, d'être dans un rapport de pouvoir faire des choses ensemble plutôt que sur un rapport de pouvoir sur les autres. Le fait d'être
juste d'agir autrement que comme des parasites mondiaux de la force de travail et de la force de vie des autres. Mais c'est ça, en fait, la clé, en vrai. Pour moi, il y a du changement et il y a beaucoup d'espoir, notamment des personnes qui écrivent des séries. Moi, je pense que le changement, il est vraiment amorcé par là. Donc, Laureline, elle parlait de Fleabag, c'est Phoebe Waller-Bridge qui a aussi co-écrit Killing Eve, qui est aussi génial. Avec 2 rôles de femmes géniaux. Ouais, tout à fait. Et complexe, quoi. Enfin, complexe dans le sens riche, comme dans la vie. Et donc oui, pour moi, il y a du changement, pour moi, il y a de l'espoir parce que ces femmes-là commencent à émerger. Mais après, voilà, pour moi, il faut continuer à pousser dans ce sens-là. Et je parle vraiment de pousser, je choisis bien ce mot. Parce qu'il y a besoin... moi, sur les quotas, je suis un peu plus réservée. Moi, je suis pour les quotas, c'est-à-dire je suis pour la parité, pour que les équipes techniques soient à parité. Je suis pour qu'il y ait des femmes aux postes clés, chef-op, etc. Parce qu'en fait, il faut pousser, il faut donner un petit coup de... Pour moi, il faut donner un petit coup de... Et dans le même temps, effectivement, écrire et repartir de la base de c'est quoi les représentations, en fait, elles sont erronées par rapport à ce qui se passe dans la vie, quoi. Dans le milieu de la musique, encore une fois, il y a des nanas qui apparaissent avec leur corps, leur forme, leur couleur de peau, assumer leurs cheveux, enfin, tout ça, c'est hyper important parce que ça va aider à la génération suivante. On parlait des enfants tout à l'heure, voilà. Si sont est représentés tous, les choses risquent de bouger et ça commence à bouger un peu. Ça change par la jeunesse, justement. Ouais. Et c'est là où je dis que c'est par les changements d'attitude qu'on fait changer les choses, en fait. Moi, je suis vraiment très étonnée de la nouvelle génération de filles dans la musique. Elles prennent de plus en plus la parole et je trouve que c'est hyper important. On peut être d'accord ou pas d'accord et je trouve qu'ici en France, c'est vraiment quelque chose qui est assez fort. On a des opinions. Et on doit les avoir, quoi. Enfin... Mais c'est cool qu'elle s'exprime. Et en même temps, le combat il est difficile pour elles parce qu'elles sont confrontées justement aux personnes qui sont du même âge, de la même génération et qui veulent pas, qui luttent un petit peu parce qu'ils veulent pas changer en fait. Juste parce que l'inconnu, le changement, ça fait peur. Ouais, en ça fait. fait peur, ouais. Et en plus, elles sont confrontées au regard adulte qui est pas très valorisant là-dessus, quoi. Voilà, on commence à camper la place et au début, c'est pas facile, mais force et courage à toutes. À partir d'un certain âge, tu peux à peu près, en tout cas grâce avec la société d'aujourd'hui et tout ce qui est réseaux sociaux, t'informer et prendre conscience dès le plus jeune âge que il faut te bouger, n'hésite pas à te faire entendre, t'as le droit à la parole, t'as le droit de pas être d'accord et t'as le droit de faire tout ton possible pour que ce monde-là change, en militant en manifestation, en étant dans des associations. Je pense à la Maison des femmes de la mairie de Montreuil, les colleuses contre les féminicides, enfin voilà, plein de petites choses qui font que au fur et à mesure, si on s'y met toutes et tous, bien sûr, ça pourra changer un peu. Je pense effectivement que depuis l'ère MeToo, la chose qui a changé, c'est que c'est un peu plus difficile de nous dire qu'on exagère et que ça n'existe pas. Donc là, il y a enfin une place médiatique pour les opprimés, quelle que soit l'oppression. Et notamment sur la question des violences masculines. En revanche, les chiffres, ça bouge pas. C'est-à-dire que MeToo, ce que ça a fait, c'est qu'il y a eu une augmentation immense de 40% des plaintes. C'est-à-dire que les femmes se sont dit « Ah, on est après l'ère MeToo, donc on va me croire si je vais porter plainte au commissariat. » Donc elles ont été beaucoup plus portées plainte. Par contre, il y a une diminution immense du nombre de plaintes qui font pas non-lieu et qui aboutissent réellement à une enquête et à un jugement. Donc c'est-à-dire que le backlash, il est là. Oui, je sens un bouillonnement du côté des opprimés. Et en fait, ça me donne beaucoup d'espérance parce que en fait, la seule chose qui fera changer les choses en termes de combat contre le patriarcat, c'est l'alliance des opprimés. Quand on regarde dans l'histoire du monde, toutes les luttes contre quelque oppression que ce soit, c'est jamais l'acceptation des oppresseurs qui a fait que ça a bougé. C'est toujours au moment où il y a une suffisante partie de la population opprimée qui se rend compte qu'elle vit une oppression en commun et qui arrive à s'allier, à faire peuple ou peuplesse, comme on veut, et à créer un rapport de force suffisant pour que les oppresseurs soient contraints et forcés
de lâcher leurs privilèges. J'ai de l'espérance en les femmes, en notre alliance en sororité, parce que c'est comme ça, c'est ça qui sera décisive pour que les choses changent. Et ça avance. Et la colère chez les femmes grandit. Et comme disait Lema Ngboui, qui a été un moment prix Nobel de la paix, elle est temps que les femmes cessent d'être poliment en colère. Avertissement. La sororité, féminisme sont des périls mortels pour vous. Avertissement voyant rouge. Dépêchez-vous. Le règne des patriarches touche peut-être à sa fin. Vous êtes peut-être les derniers spécimens d'une espèce en voie d'abolition.